Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième chapitre de notre formation Python. J'espère que vous avez bien pratiqué votre Hello World depuis la dernière fois. Aujourd'hui, nous franchissons une étape importante dans votre apprentissage. Nous allons découvrir les variables, ce concept fondamental qui transforme vos programmes de simple affichage en véritable outil intelligent capable de mémoriser, calculer et manipuler des informations. Si dans le chapitre 1, nous avons appris à faire parler Python, aujourd'hui, nous allons lui donner une mémoire. Et croyez-moi, c'est là que la magie commence vraiment. Au programme de cette vidéo, nous allons comprendre qu'est-ce qu'une variable, découvrir les différents types de données en Python, apprendre à nommer correctement vos variables selon les conventions professionnelles, effectuer nos premiers calculs, convertir des types de données et même créer notre première application interactive. Alors, installez-vous confortablement, ouvrez Visual Studio Code et commençons tout de suite. Première question à se poser maintenant, c'est qu'est-ce qu'une variable? Imaginez que vous êtes dans votre cuisine et vous avez plusieurs bocaux sur votre étagère. Sur chaque bocal, il y a une étiquette, sucre, farine, café, riz, etc. Chaque bocal contient quelque chose de différent, mais l'étiquette vous permet de savoir instantanément ce qu'il y a dedans sans avoir à l'ouvrir. En programmation, c'est exactement le même principe. Une variable, c'est une boîte dans la mémoire de l'ordinateur avec une étiquette dessus. Cette boîte peut contenir une information, un nombre, du texte, un résultat de calcul, n'importe quoi. Et l'étiquette, c'est le nom que vous avez donné à cette variable. Passons maintenant à la pratique. Créez un nouveau fichier dans VS Code, appelez-le variable.py. Maintenant, pratiquons. Âge est égal à 28. Nous allons maintenant expliquer cette syntaxe. Tout d'abord, l'âge ici correspond au nom de notre variable, notre étiquette si vous le voulez. C'est comme ça qu'on va y faire référence dans notre programme variable. Ensuite, nous avons l'opérateur d'affectation qui est différent de l'égalité mathématique. Ici, cela signifie qu'on affecte 28 à la variable âge. Donc, on lit comme ça. L'âge reçoit la valeur 28 ou on affecte 28 à l'âge. Vous voyez 28, bien évidemment, elle correspond à la valeur stockée dans la variable âge. Une fois que notre variable âge est créée, nous pouvons l'utiliser n'importe où dans notre programme. Par exemple, ici, nous allons l'afficher avec la fonction print. Voilà, et on va l'exécuter ici. Voilà, vous voyez, l'exécution de ce programme nous renvoie à la valeur 28, comme souhaité, car la variable âge ici a comme donnée 28. Fait intéressant, une variable peut changer au cours de l'exécution d'un programme. Tenez, on va écrire âge est égal à maintenant 29. Ensuite, nous l'affichons ici. Voilà, on va réexécuter notre programme pour voir. Voilà. L'ancienne valeur est 28 et la nouvelle c'est 29. Nous avons affiché 28, puis nous avons changé la valeur d'âge à 29. Et maintenant, elle vaut 29. L'ancienne valeur a été remplacée. C'est comme si vous vidiez votre bocal de sucre pour y mettre du sel à la place. Le bocal est le même, l'étiquette, ici l'âge, est la même, mais le contenu a changé de 28 à 29. D'accord. Maintenant, voilà le concept de variable. Retenez juste qu'une variable, c'est un conteneur nommé qui stocke une valeur en mémoire et cette valeur peut évoluer au cours de l'exécution de votre programme. Maintenant que nous savons ce qu'est une variable, parlons de ce qu'elle peut contenir. En Python, il existe plusieurs types de données de base. C'est comme les différents types de contenants dans votre cuisine. Certains sont faits pour les liquides, d'autres pour les solides. Chaque type a son utilité spécifique. En Python, il existe 4 types de données fondamentaux que vous devez absolument connaître. En premier lieu, nous avons les entiers, integer ou int. Ce sont tous les nombres sans virgule, positifs, négatifs ou zéro. On les utilise pour compter des choses, des patients, des jours, des analyses, des résultats de laboratoire, tout ce qui est dénombrable. Faisons maintenant un petit exemple ici, avec toujours notre âge est égal à 28. Ensuite, nous avons nombre patient
est égal à 150 par exemple. Et ensuite, température est égale à moins 5. Voilà. Ensuite, nous avons les nombres à virgule, flottants ou flotte. Par exemple, prix est égal à 49,99. Ensuite, température corporelle est égale à 37,5 degrés Celsius, comme exemple. Et enfin, pourcentage, voilà, 0,88%. D'accord. Les flottes ou nombres à virgule, ce sont les nombres décimaux. En Python, on utilise le point, comme vous le voyez ici, on utilise le point à la place de la virgule. C'est la notation anglo-saxonne. Voilà. On les utilise pour tout ce qui nécessite de la précision. Par exemple, des mesures, des prix, des pourcentages, des résultats d'analyse, etc., etc. Vient ensuite les chaînes de caractères, string ou str. Faisons quelques exemples. Voilà. Les strings, c'est seulement du texte. On les met entre guillemets simples ou doubles, peu importe, mais soyez cohérents. On utilise les strings pour tout ce qui est textuel, des noms, des messages, des descriptions, des adresses, ainsi de suite. Enfin, les booléens, booléen ou bool. Faisons un petit exemple. Est majeur pour savoir si une personne est majeure. On dira que oui, vrai. Ensuite, est-ce que le laboratoire est ouvert? Laboratoire ouvert, on dira bon, faux, false. Et enfin, un autre exemple, voilà, résultat positif, true. D'accord. Les booléens, c'est le type le plus simple, mais aussi l'un des plus puissants. Il n'y a que deux valeurs possibles, soit true, soit la valeur elle est vraie, soit false, soit elle est fausse. Attention, la première lettre est toujours en majuscule en Python. C'est obligatoire ici, vous voyez. Ça commence toujours par des lettres majuscules. Et aussi, à noter très important, ce trou avec T majuscule est différent de ce trou. Voilà, c'est pas la même chose. D'accord. On utilise les booléens pour tout ce qui est binaire. Exemple, oui, non, vrai, faux, ouvert, fermé, actif, inactif. Ils seront notamment essentiels lorsque nous aborderons le concept des conditions qui fera l'objet des chapitres prochains. Créons plusieurs variables de types différents. Attendez, je vais virer tout ça. Voilà, dans un vrai cas. Information sur un patient. Voilà, un patient fictif. Voilà. D'abord le nom du patient. Prénom, voilà, un nom. Ok. Fanta Traoré. Ensuite, je vais prendre âge patient. Est égal à, disons, 44. 44 ans. Ensuite, température, sa température. La température, voilà. Température est égale à 38,5. Ensuite, est diabétique. Voilà. Tout ça, c'est les renseignements cliniques d'un patient. Voilà. Toutes les informations d'un patient. Ensuite, nombre d'analyses. Quels sont, voilà, je descends en bas. Voilà, c'est nombre d'analyses. Je vais mettre nombre analyse est égal là-bas. Supposons qu'il a fait 3 analyses. Voilà. Maintenant, nous allons essayer d'afficher toutes ces variables un à un en utilisant la fonction print. On va mettre patient 2 points. Ensuite, on met virgule. Et on va maintenant mentionner le nom. Voilà, nom du patient ici. Vous voyez. Ensuite, print âge. Voilà. Je vais mettre âge 2 points. Je mets un virgule. Et je vais mettre âge du patient. Ainsi de suite.
Voilà, on va y arriver. Voilà. Et enfin, print. Voilà, voilà. Maintenant, essayons d'exécuter tout ça pour voir ce que ça va nous donner. Ok, on attend. Voilà, voilà, je vais faire agrandir ça, tout ça ici. Voilà, vous voyez, patient, Fanta Traoré, âge 44, température 38,5 degrés Celsius, voilà. Diabétique, true, oui, elle est diabétique. Ensuite, nombre d'analyses, 3. Voilà, parfait. Nous avons utilisé les 4 types de bases dans un contexte réel et concret, voilà, pour une meilleure compréhension. Maintenant, le langage Python nous offre une fonctionnalité très pratique pour vérifier les types d'une variable en utilisant la fonction type. Attendez, nous allons faire un exemple avec chaque cas, toujours avec âge est égal cette fois-ci 19, voilà, pour changer un peu. Ensuite, on va afficher le type de l'âge, voilà, le type de données de l'âge en faisant print suivi de type et on ouvre les parenthèses. On va maintenant mettre âge, voilà. Ensuite, voilà, prix est égal à, bon, disons 44 encore, 9, voilà. Et on affiche les types du prix aussi, type, prix, et ainsi de suite. On va mettre nom, allez, voilà, print, type, non, plutôt, voilà, type non. Ensuite, on continue pour le booléen actif. Ouais, on dira que c'est true. Ensuite, on va essayer de mettre print actif. Voilà, avec nos 4 types de données. Maintenant, voilà, on va exécuter tout ça pour voir ce que ça nous donne dans le terminal. J'exécute. Voilà, voilà. Vous voyez, Python nous dit classe int, classe float, classe str et il nous renvoie un true. Voilà, parce que bon, ici on a oublié de mettre type, bien évidemment que ça nous renverra. Attendez, j'ai rectifié ça. Voilà, je vais y arriver. Type. Voilà. Ok, je me suis trompé. Ok, j'actualise. Attendez, je vais y arriver. Ok, voilà. Voilà, vous voyez. Python nous renvoie à classe int, classe float, classe str et classe bool. Et respectivement, il nous dit que chacun de ces variables font partie de la classe des integers, des entiers, ici des flottants et des str et des booléens. Voilà. C'est très utile quand vous débloquez votre code et que vous voulez vérifier par exemple ce que contient vraiment une variable. Et ne vous inquiétez pas, la notion de classe fera l'objet, voilà, d'un chapitre entier lorsque nous aborderons le concept de programmation orientée objet. Maintenant, parlons d'un aspect absolument important en programmation. Comment nommer correctement vos variables. C'est quelque chose qui semble trivial, mais qui fait toute la différence entre du code amateur et du code professionnel. En Python, nous suivons un guide de style qui s'appelle PEP8. C'est un ensemble de conventions acceptées par toute la communauté Python. Et respecter ces conventions, c'est comme parler la même langue que des millions de développeurs dans le monde. Python, il existe plusieurs règles de nommage qui peuvent être divisées en 5. La première règle, le snake case pour les variables. La deuxième, les noms descriptifs et explicites. La troisième règle, éviter les noms réservés. On verra un exemple tout à l'heure. Et la quatrième règle, pas d'accent ni de caractères spéciaux. Et enfin, la cinquième règle, commencer, ici, j'ai oublié, voilà, commencer par une lettre ou un underscore et jamais par un chiffre. Voilà. Nous allons voir maintenant voilà, des exemples concrets pour chacune de ces règles tout de suite. Voilà, commençons par la règle 1 ici. En Python, les noms des variables s'écrivent en minuscules. Et si le nom contient plusieurs mots, on les sépare par des underscores ou tirets bas. Par exemple, ici, on va faire un exemple tout de suite, un exemple correct et un exemple incorrect. Je vais mettre correct, voilà. Nom de patient, voilà, toujours avec l'exemple précédent.
Patient, on va prendre encore Fanta. Voilà. Nom du patient, ça c'est bon. Ensuite, on va mettre température corporelle. Température corporelle. Voilà. 38,5. Voilà, on va s'arrêter à là. Et ensuite, on va voir une version qui n'est pas recommandée. Voilà. La version incorrecte. Incorrecte. Voilà. Mettre comme ça. Non. Voilà. Je vais y arriver. Non patient. Voilà. Non patient est égal à Fanta. Voilà. Température, voilà, aussi au lieu de mettre ici corporelle, on va changer ça un peu en comme ça. Voilà, température corporelle est égale toujours avec 38,5. Voilà, voilà. Vous voyez ici, et cette notation, c'est ce qu'on appelle le camel case. C'est-à-dire commencer toujours, vous voyez le nom en majuscule, ensuite quand on va arriver voilà, à l'autre partie de la variable, on va mettre en majuscule encore. C'est ce qu'on appelle le camel case. Camel case, voilà, si je ne me trompe pas. Voilà. Cette notation, elle est réservée pour les noms de classe. Pour les noms de classe en Python. Voilà. C'est très important. Bon, surtout, bon, avec d'autres langages, le camel case tel que le JavaScript, le camel case est la notation des variables, la notation préférée pour les variables. Voilà. Ensuite, maintenant, un exemple pour la règle 2 des noms descriptifs et explicites. Voilà. Le nom d'une variable doit être clair et décrire ce qu'elle contient. Quelqu'un qui va lire votre code là, voilà, il doit comprendre immédiatement. Par exemple, ici, nous allons mettre encore toujours avec correct et incorrect. Vous allez, voilà, pour une meilleure compréhension. La notation correcte, on va mettre âge patient. Voilà, automatiquement, on sait que c'est là, ça c'est l'âge du patient. On va mettre 28. Ensuite, on va mettre prix de l'analyse. Prix de l'analyse, supposons que ce soit bon, 15 000. Voilà, 15 000 francs CFA. Voilà. Ensuite, on va mettre une notation incorrecte. Voilà, voilà, une notation incorrecte. Voilà, notation incorrecte, je vais y arriver. Voilà, notation incorrecte, voilà, disons qu'on met seulement A. Voilà, c'est bizarre, mais on ne sait pas. Dans certains programmes, on peut tomber sur ça. Ensuite, X est égal à 15 000 francs. Voilà, ça c'est trop vague. A là, on ne sait pas à quoi ça correspond. C'est le début de l'âge, mais on ne sait pas comme ça mettre A seulement. Et X là, bon, on ne sait pas à quoi ça correspond. Donc à éviter. Les parties incorrectes là, il faut éviter. C'est pas des bonnes notations. Lorsque vous allez définir vos variables, faites en sorte de toujours mettre des noms descriptifs et explicites. Les noms doivent évoquer ce que les valeurs contiennent. Ici, on sait automatiquement que cette valeur ici va correspondre à l'âge d'un patient. Voilà. Et que cette valeur-ci, 15 000 francs CFA, va correspondre au prix de l'analyse. Voilà, ok. Maintenant, on va continuer avec la règle 3. Voilà. Qu'est-ce que dit la règle 3? On dit éviter les mots réservés à Python. C'est-à-dire, il y a certains noms qui sont réservés pour le langage Python. Il y a for, if, voilà, il y en a beaucoup. Donc, on va faire des petits exemples tout de suite. Voilà, ceux qui sont vraiment interdits à retenir. On va dire, c'est totalement interdit. Vous allez voir tout de suite. Si je commence à mettre print, vous voyez que la coloration syntaxique là, de Visual Studio a changé. Et que je mets maintenant print, voilà, affichage. C'est un exemple, hein, voilà, c'est une erreur, ça va jamais prendre, ça ne donnera jamais. Si je mets encore if est égal à, voilà, c'est un exemple, hein, voilà, si, et que je mets encore, voilà, for est égal pour, voilà, vous voyez, il y a déjà des erreurs, voilà, on note des erreurs. Et si je mets aussi classe, excusez, si je mets classe, voilà, une classe. Voilà, vous voyez, déjà automatiquement la coloration syntaxique pour ces différents voilà, pour ces différents mots réservés au langage, il y en a plein
nous les évoquerons au fur et à mesure au cours de notre apprentissage. Voilà, vous voyez, ces genres de notation de variables ne sont pas permis. Ce sont des mots-clés réservés à Python. Voilà, vous aurez un tableau descriptif voilà, de tous les mots réservés au langage. Voilà, à éviter, c'est même interdit de les utiliser. Voilà, ça ne fonctionnera jamais. Ensuite, on continue avec la règle 4. Qu'est-ce qui dit la règle 4? On dit pas d'accent ni de caractères spéciaux. Et retenez ceci, même si Python 3 accepte techniquement les accents, c'est une très mauvaise pratique professionnelle. Voilà, parce que on ne sait pas, peut-être que voilà, votre code sera lu par des gens, voilà, à l'international. C'est pas, en tout cas, c'est pas recommandé. La bonne notation toujours. On va continuer avec âge patient, voilà, est égal à cette fois-ci 12. Voilà, ça c'est la bonne notation. Bon, supposons que maintenant incorrect, on met ici comme ça, âge patient est égal à 12. Voilà, ça c'est à éviter. Vous voyez que l'accent, le chapeau là, voilà. Dans la syntaxe anglaise là, les accents ne sont pas permis, donc voilà, c'est pas une bonne notation. Évitez les accents ni les caractères spéciaux. Voilà, c'est pas du tout recommandé. D'accord, voilà, parce que votre code sera peut-être utilisé sur des systèmes qui ne gèrent pas bien les accents ou par des développeurs internationaux. Donc évitez les accents. Ensuite, continuons avec la 5e règle. Commencez par une lettre ou un underscore et jamais par un chiffre. Voilà, il ne faut jamais commencer à nommer vos variables avec des chiffres. D'accord, on va mettre patient, on peut mettre ici patient 1. Toujours notre variable Fanta. Ensuite, on peut mettre ici variable privée. Voilà. Alors, le concept de variable privée là, voilà, vous allez voir, variable privée est égal à 42. Voilà, vous voyez, c'est déjà ici la notation là. Ça veut dire, voilà, en Python, voilà, lorsqu'on ne peut pas utiliser ce genre de choses, généralement, que dans, voilà, que dans les fonctions, voilà. C'est pour désigner des fonctions privées. Ben, ce concept là aussi sera évoqué plutôt des méthodes privées. Ce concept-là sera évoqué plus tard, oui. Maintenant, là, la notation incorrecte, c'est de mettre, voilà, incorrect. Voilà. Ici, on ne peut pas mettre ici un patient. Vous voyez que c'est en rouge automatiquement. Ça signifie que ce n'est pas bon. Voilà, disons toujours avec Fanta. Après, on dit, voilà, 23 est égal à... Voilà, 23 est égal à 6. Voilà. C'est un exemple, vous voyez. Ça là, ça ne marche pas du tout. Ce sont des erreurs de syntaxe, littéralement. Syntaxe erreur là, voilà. Vous allez voir tout ça. Ok. Prenez l'habitude dès maintenant de bien nommer vos variables. C'est une compétence qui vous suivra toute votre carrière. Un bon développeur se reconnaît à la qualité de son nommage, pas seulement à la complexité de ses algorithmes. Avant de continuer, parlons un peu de ces notations que l'on a utilisées au fur et à mesure de nos différents programmes. Ces notations commençant par un dièse, comme ça, ils sont appelés commentaires. En gros, en programmation, un commentaire, c'est seulement une portion du code qui n'est pas interprétée au cours de l'exécution du programme. C'est-à-dire que si on exécute ce programme-là, on va le faire tout de suite. Vous voyez, il ne va rien afficher car les commentaires là, voilà, ils ne sont pas interprétés par l'interpréteur de Python, ils ne seront jamais lus, ils ne sont pas considérés comme du code. Même si je mets ici, regardez, print bonjour, voilà, ça ne sera pas encore pris en compte. Vous voyez, rien ne va s'afficher dans l'interpréteur, voilà. D'accord, les commentaires là servent à vous indiquer les différentes parties de votre code. En gros, avoir des commentaires, avoir un code bien commenté, ça sert à se repérer dans vos programmes et
ça sert aussi à lire facilement un code. Par exemple, un code qui est bien commenté, ça permet de savoir automatiquement ce que telle ou telle fonction renvoie, ce que telle expression ou algorithme sert à faire. Par exemple, si je mets ici, partons avec l'exemple précédent, information d'un patient. Voilà, c'est un exemple ici, et que je mets âge est égal à 25, non patient est égal à voilà, on va mettre Ali. Voilà, ici on sait automatiquement, lorsqu'on va lire ce commentaire, on saura que tout ce qui se trouvera ici, attention, on saura ici que tout ce qui se trouvera en dessous de ces commentaires là sont les informations réservées à un patient. Par exemple, là, si je vais aussi mettre ici un autre exemple, information du laboratoire, voilà, vous voyez, automatiquement on saura aussi que voilà, que tout ce qui se trouvera en bas de ces commentaires là correspondra aux informations du laboratoire. Outre des commentaires portés sur une ligne, car avec voilà, le symbole dièse, on ne peut commenter que sur une seule ligne. Par exemple, ici, si je mets je suis un commentaire, voilà, si je descends la ligne, voilà, ça ne sera plus appliqué du tout. Voilà, vous voyez. Mais maintenant, si je veux faire en sorte que voilà, mes commentaires là puissent s'étendre au-delà d'une seule ligne, il faudra alors utiliser les triples guillemets. Voilà, vous voyez. Les triples guillemets sont appelés commentaires ou docstring. Ce sont aussi, voilà, ils permettent de documenter votre programme. Si je vais mettre plusieurs lignes, voilà, si je descends à la ligne, il y a toujours une autre ligne. Voilà, vous voyez. Peu importe. Attendez, voilà. Peu importe que je descends, tant que je me trouverai entre ces trois guillemets là, voilà, mon code sera toujours voilà, bien commenté, et le commentaire pourra s'étendre sur plusieurs lignes. Voilà. Et si j'exécute encore le programme, voilà, rien ne va se passer, car comme je vous l'ai dit, un commentaire n'est pas interprété par le programme au cours de l'exécution. Ça sert à documenter votre code, à vous repérer ou à indiquer voilà, votre logique peut-être à un autre programmeur. D'accord, maintenant, avant d'oublier, je vous avais dit qu'on peut également exécuter du code Python sans utiliser le bouton play ici. Pour ce faire, un petit exemple seulement, je vais mettre print ici et je dirai seulement salut. Voilà. Oui, salut les gars, voilà, on dira ça comme ça. Maintenant, supposons que je vais exécuter ça sans utiliser le bouton ici, le bouton play. C'est très simple, il me faudra me rendre à l'emplacement où mon fichier se trouve dans notre, voilà, dans notre dossier apprentissage Python. Je vais m'y rendre tout de suite. Une fois que vous serez présent ici, voici notre fichier, voici notre fichier variable. Une fois que vous vous trouverez ici, faites clic enfoncé, voilà, vous enfoncez la touche, plutôt touche enfoncée Shift plus clic droit. Vous allez voir, ça va dépendre de votre, voilà, de votre version Windows, mais généralement vous devrez voir ici ouvrir dans le terminal. Voilà, une fois que vous allez ouvrir le terminal ici à l'emplacement spécifié, vous allez mettre Python suivi du nom de votre fichier, ici dans notre cas variable, et vous cliquez sur entrée. Voilà, vous voyez, salut les gars, ça donne la même chose que venir ici et cliquer sur entrée. Voilà, vous voyez, c'est la même chose. Voilà. Et cette dernière technique là, venir utiliser le terminal en dehors de Visual Studio, est la technique la plus recommandée. Maintenant que nous avons créé et nommé des variables, faisons-les travailler. Python nous permet d'effectuer toutes sortes d'opérations sur nos variables en fonction de leur type. Ne vous méprenez pas, ici nous allons effectuer que les opérations de base, l'addition, la soustraction et la multiplication et la division. Sachez que le concept d'opérateur fera l'objet du chapitre prochain. Alors maintenant, commençons maintenant avec un exemple pour chaque type d'opération.
analyse 1 est égal à 50. Prix analyse 2 est égal à 75. Maintenant, on va faire total prix total prix analyse est égal à, on prend ça ici, plus, voilà, comme en mathématiques, l'opérateur, le symbole plus ici signifie plus. Nous allons maintenant afficher ça, print total prix analyse, voilà, attendez, on va même mettre total 2 points, on concatène, voilà, voilà pour l'exemple. Maintenant on va exécuter ça pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, c'est parfait. Le total est égal à 175, c'est-à-dire 50 plus 75. Ok, maintenant passons à l'exemple suivant avec la soustraction. On va dire le budget. Voilà. Voilà, je vais mettre le budget. Le budget est égal à 1000. Ensuite, nous avons les dépenses qui sont 350. Après, voilà, le reste est égal à budget moins les dépenses et on affiche, voilà, le reste. Voilà. Voilà, maintenant vérifions que ça aussi ça fonctionne. J'efface tout ça. Voilà. Ok, c'est bon, c'est bon. Effectivement, 1000 moins 350, ça donne 650. Ok, tout fonctionne. On continue avec un autre exemple, prix unitaire. Cette fois-ci, prix unitaire est égal à 25. Ensuite, la quantité, disons 8. Et maintenant, voilà le prix total. Prix total est égal à prix unitaire multiplié. Ici, le symbole étoile signifie multiplier. C'est différent du fois, comme vous avez l'habitude. Voilà. Le symbole étoile en Python signifie la multiplication, multiplié par la quantité. Et ensuite, on va afficher ça. On va afficher prix total. Prix total. Et maintenant, on va mettre la variable prix total. Voilà. On exécute ça encore pour voir. Effectivement, ça nous donne bien des 100. Voilà. 8 multiplié par 25, ça donne bien des 100, c'est ça. Ok. Continuons avec le dernier exemple, avec notre dernier opérateur. Ici, voilà, on va, disons, voilà, ok. Partons avec la variable distance est égale à 100. Ouais, c'est bon. Le temps est égal à 4. Et ensuite, voilà, on va dire que la vitesse, voilà, on va calculer la vitesse. Vitesse est égale à distance divisé ici, barre oblique ou le slash, par le temps. Voilà. Et maintenant, nous allons afficher la vitesse. Voilà, vérifions que tout fonctionne. Parfait, 25. Parfait. 4 divisé par 5 est égal à 25. Notez que les divisions renvoient toujours un nombre flottant. Voilà, peu importe. Lorsque vous utilisez l'opérateur slash, ça renvoie toujours un nombre flottant. Si vous voulez qu'il renvoie un entier, la partie entière seulement, il faut doubler le slash ou la barre oblique. Et si on réexécute le programme, vous voyez, ça nous affiche maintenant que 25 au lieu de 25,0 ici. D'accord, parfait.
nous avons fait le tour, des opérateurs arithmétiques de base en Python. Dans le prochain chapitre, on verra plus en détail cette partie. Nous arrivons maintenant à un concept extrêmement important, la conversion des types, qu'on appelle aussi casting en anglais. C'est la capacité de transformer une variable d'un type vers un autre. Pourquoi est-ce important? Parce que dans la vraie vie d'un développeur, vous recevez souvent des données sous un format, mais vous aurez besoin de les utiliser sous un autre format. Par exemple, ici, on va partir sur des exemples très simples. String vers int. Voilà. Les chaînes des caractères vers des entiers. On va mettre âge texte est égal à, disons, 18. Maintenant, âge nombre est égal à int. Voilà, on va utiliser maintenant la fonction int pour convertir cette chaîne de caractères en nombre. Voilà. Maintenant, essayons d'afficher ça. Ici, âge nombre. Voilà. On va réexécuter notre variable pour voir. Voilà, vous voyez, ça donne bien 18 et non, voilà, 18 avec tout ça. Si on veut même vérifier les types, voilà, on peut faire comme ça pour nous assurer que la conversion, elle a réussi. Voilà, et réexécutons le programme. Voilà, vous voyez, ça fait partie maintenant de la classe des integers, des entiers. Parfait. Maintenant, continuons. On va faire un autre exemple maintenant. On va essayer de calculer. Disons, oui, dans 10 ans. Voilà. Voilà. Égal à âge nombre plus 10. Voilà. Et maintenant, voilà, on va afficher ça dans 10 ans. Voilà. Normalement, comme l'âge c'est 18, on doit obtenir 28. Voilà, vous voyez, on obtient bien 28. Parfait, c'est très bien. On peut continuer aussi avec les flottants. On va voir avec les flottants un exemple de flottant. Disons prix flotte est égal à, on continue avec l'exemple 49,9. Voilà. Ensuite, nous avons prix integer est égal à int prix flotte. Voilà. Vous allez voir, normalement, on doit obtenir dans le terminal, lorsqu'on essaie d'afficher prix int, un entier, c'est-à-dire dépourvu de ces 0,99 là. Voilà, vous voyez, on a maintenant 49 sans 49,99. La conversion, elle a réussi. Python ne peut pas transformer, voilà, si on part du principe aussi, il ne peut pas tout convertir, c'est-à-dire ici, lorsqu'on prend un exemple, texte est égal à bonjour, voilà, si on prend ça et qu'on veut convertir ça, nombre, voilà, vous allez voir, ça va pas marcher, ça nous donnera une erreur forcément, mais on va tester tout ça, voilà, si on essaye d'imprimer ça, nous allons le faire, voilà, nous allons le faire tout de suite, on va mettre print et on va essayer de l'imprimer, voilà, et exécutant le programme, vous voyez, value error, voilà, c'est une erreur de valeur, int with base 10, voilà, la conversion ici, Python ne peut pas transformer le mot bonjour en nombre, voilà, ça n'a pas de sens, voilà, vous le noterez. Également, il y a d'autres types de conversions, attendez, je vire tout ça. Voilà, il y a d'autres types de conversion. On peut convertir maintenant des chaînes de caractères vers string, vers float. Voilà, vers float. La dernière fois, voilà, on avait vu
des strings vers int, puis des floats vers int. Maintenant, on va voir des strings vers float. Voilà. Un exemple, température. Oui, température texte est égal à 37,5. Voilà, c'est un exemple. Voilà, ensuite on va mettre température nombre est égal à, on utilise la fonction float. L'autre fois on utilisait int, maintenant c'est float pour convertir en flottant. On va mettre température texte. Voilà, et nous allons essayer d'imprimer température nombre. Voilà, on va voir ce que ça va donner. Je fais ça, j'exécute. Voilà, ça donne bien 37,5. Voilà, c'est parfait. Donc la conversion, elle a réussi. Ensuite, nous allons essayer de convertir des entiers, c'est-à-dire des int. Attendez. Des int vers les floats. Voilà. C'est-à-dire une conversion d'entier vers flottant. Voilà. Ça, c'est plutôt facile à faire. Voilà. On dit même que c'est le type de conversion le plus permissif plutôt. Voilà, est égal à float age. Voilà. Voilà. Vous voyez? Ça nous donne exactement 28. Ici, normalement, ça doit donner 28,0. Je vais voir qu'est-ce qui n'a pas marché. Voilà, c'est plutôt ça, âge décimal. Voilà. J'efface, je réexécute. Voilà, vous voyez, la conversion elle a pris. On est parti de 28 pour nous retrouver avec 28,0. Donc la conversion elle est bonne. On dit que ce type de conversion est la plus permissive. On peut transformer presque tout. Voilà. Ensuite là, voilà, le dernier, c'est-à-dire des int vers string. Voilà. Toujours avec notre âge. Toujours avec notre âge est égal. Ici, je vais mettre l'âge est égal, voilà. Est égal à 28, voilà. On ne change pas une équipe qui gagne. D'accord. Ensuite, âge texte est égal à str âge. Voilà. Essayons d'afficher l'âge texte maintenant pour voir si la conversion elle a réussi. D'accord, je fais ça, je réexécute le programme. Voilà, ça nous renvoie bien 28. Ici, bon, on ne le saura pas bien. Maintenant, on va, pour nous assurer que ça a bien fonctionné, on va utiliser la fonction type pour vérifier le type de données en question. Voilà, si ça doit nous renvoyer une chaîne de caractères, la classe str. Voilà, parfait. La conversion, elle a bien réussi. C'est bien. Maintenant, une conversion de float vers string. Voilà, ce sont les conversions très faciles à mettre en œuvre. Prix est égal à 48,5. Là, j'ai décalé. Attendez. Voilà, ensuite, nous allons mettre ici prix texte. Prix texte est égal à str prix. Ensuite, on affichera prix texte. Et on verra bien si ça fonctionne. Très bien, ça fonctionne. Ça a bien pris en compte. Oui, ça fonctionne. Pour nous assurer, toujours on va utiliser la fonction type pour vérifier les types de données. Voilà. Parfait. Vous voyez que ça nous renvoie
la classe str, c'est-à-dire la classe des chaînes de caractères. Parfait. Parfait, parfait. Un autre exemple, un dernier pour la route. On va maintenant convertir des boolins, bool, vers des strings. Voilà. Des types booléens vers des chaînes de caractères. Actif est égal à true. Ensuite, on va mettre actif texte est égal, plutôt, excusez, je vais mettre str car on est en conversion. Str actif. Qu'est-ce que j'ai fait? Str, voilà, str actif. Voilà, maintenant affichons ça pour voir ce que ça donne. Actif test, ok. Je relance le programme, parfait, ça nous renvoie bien true. Ça veut dire que la conversion, voilà, elle est bonne. Parfait. Maintenant, un dernier type de conversion, c'est-à-dire ici, nous allons convertir des nombres en booléens et des strings en booléens également. Regardez bien, nous allons exécuter le programme pour voir les résultats obtenus. Vous voyez, false ici et false ici. Cela signifie quoi? Ça veut dire que la conversion vers un booléen, car les booléens ne prennent que des valeurs, soit la valeur elle est vraie, alors elle sera dite true, soit la valeur elle est fausse, elle sera dite false. Ici, le 0 là signifiera toujours une valeur fausse. Voilà. C'est toujours faux. Et les chaînes de caractères vides aussi, c'est toujours faux. Sinon, tout le reste, peu importe, voilà, la valeur de la donnée, si ce n'est pas 0 et que la chaîne de caractères, elle n'est pas vide, tout cela sera considéré comme true. D'accord? Et maintenant, le moment que beaucoup attendent, à rendre nos programmes interactifs. Jusqu'à présent, toutes nos valeurs étaient écrites directement dans le code. Mais dans la vraie vie, on veut que l'utilisateur puisse entrer ses propres informations. C'est là qu'intervient la fonction input. C'est une fonction magique qui met le programme en pause et attend que l'utilisateur tape quelque chose au clavier. Tenez, faisons un petit exemple. Nom est égal à input. Par exemple, voilà, input, votre nom, plutôt, voilà. Ensuite, nous allons faire un print de bonjour, virgule, non. Parfait. Maintenant, exécutons ce programme pour voir ce que ça va nous donner. Voilà, vous voyez, il me demande de mettre mon nom. Je vais mettre Wally Sissoko et je clique sur entrée. Voilà, bonjour Wally Sissoko. Parfait. Regardez ce qui se passe. Le programme affiche la question. Attends que je tape quelque chose. Comme j'ai tapé Wally Sissoko, j'appuie ensuite sur entrée et le programme continue en utilisant ce que j'ai tapé, c'est-à-dire le mot que j'ai mis, Wally Sissoko. Attention, très important, input renvoie toujours un str, c'est-à-dire une chaîne de caractères, même si l'utilisateur tape un nombre. Tenez ici, je vais mettre ici, toujours avec le même exemple, je vais mettre print type. On va mettre type non, voilà. Même si c'est pas, voilà, on aurait pu mettre ici une autre valeur, voilà, différent du nom, mais c'est simplement pour l'exemple. Et exécutons le programme. Voilà, ici, si je mets 24, c'est un exemple. Voilà. Et regardez, j'ai bien mis 24, mais ce qu'il m'a renvoyé, il m'a dit que ce 24 là fait partie de la classe de str, c'est-à-dire il l'a converti automatiquement, une conversion implicite car nous ne l'avons pas demandé. Quand on veut un nombre, on doit convertir immédiatement ou de manière explicite. Par exemple ici, faisons un exemple. On va mettre pour un entier, âge est égal int, voilà.
Ensuite, nous allons mettre dans ce int là le input. Votre âge. Voilà. Ensuite, nous allons l'afficher. Print. Disons, voilà. Print. Pour être plus concret, voilà, disons dans 10 ans, comme l'exemple précédent, dans 10 ans, vous aurez, ensuite, voilà, on enchaîne, âge plus 10, et on va mettre 1, voilà. Bon, le 1 là, on doit le mettre entre les gifs, car c'est une chaîne de caractères. Voilà, maintenant exécutons ce programme ici. Votre âge 25. Voilà, dans 10 ans, vous aurez 35 ans. Voilà, tout fonctionne. Et si on veut vérifier maintenant le type de notre variable, print type age. Voilà, je fais ça, je réexécute les codes, je mets 25. Voilà, vous voyez maintenant, voilà, ce n'est plus une chaîne de caractères car nous l'avons converti explicitement en entier. D'accord, maintenant faisons un autre exemple avec pour les flottants. Pour float, voilà. Disons que la taille est égale à float input votre taille en mètres. Voilà, on va demander à l'utilisateur de nous fournir son voilà, et sa taille en lettres, en mètres plutôt. Votre taille, 2 points. On va mettre maintenant la taille et mettre. Voilà. Voilà, et on va faire la même chose maintenant en affichant le type aussi de cette variable. Print type de la taille. Attendez. Âge, disons cette fois-ci 19. Voilà. Votre taille, je vais dire 1,80. Voilà, vous avez 1,80 m. Voilà, 1,8. Voilà, c'est bien explicite ici, vous voyez. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qui se passe-t-il si l'utilisateur tape n'importe quoi? Par exemple, ici, si l'utilisateur se met à entrer une chaîne de caractères, pour l'instant, nous n'avons pas les outils pour gérer ces erreurs proprement. Nous verrons ça dans les chapitres sur la gestion des erreurs. Pour le moment, faites confiance à vos utilisateurs. Bravo à vous d'avoir suivi cette longue vidéo, pratiquement 1 heure. Vous venez d'accomplir un énorme pas en avant dans votre maîtrise de Python. Et récapitulons ce que nous avons couvert aujourd'hui. Nous avons compris le concept de variable, une boîte nommée qui stocke une valeur en mémoire. Nous avons découvert les 4 types de données fondamentaux, les ints pour les entiers, les floats pour les décimaux, les str pour le texte et les booles pour les valeurs booléennes vraies ou faux. Nous avons appris à nommer correctement nos variables selon la convention PEP8. Snake case, non descriptif, pas d'accent. Nous avons exploré les opérations de base, calcul mathématique simple. Nous avons maîtrisé la conversion des types avec int, float, str et bool. Et nous avons créé notre premier programme interactif avec input. Maintenant, vous pourriez vous amuser à créer un programme qui demande 2 nombres à l'utilisateur et affiche leur somme, leur différence, leur produit et ou leur quotient. Dans le prochain chapitre, nous allons découvrir les opérateurs, un concept très important. Nous apprendrons à comparer des valeurs, à combiner des conditions
et nous poserons les bases pour les structures conditionnelles qui arrivent juste après. Vous allez voir, nos programmes vont commencer à devenir vraiment intelligents, capables de prendre des décisions en fonction des données fournies. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. À très bientôt.